OnePlus, c'était la marque qu'on ne pouvait même pas acheter sans invitation. Celle qui promettait de tuer les flagships avec des smartphones 2 fois moins chers et une communauté prête à faire la queue pendant des heures. Puis le prix ont grimpé, OxygenOS a changé, CarlPay est parti et OnePlus s'est peu à peu rapproché de Oppo. Aujourd'hui, on revient un peu sur toute cette épopée. De la marque la plus excitante d'Android à la disparition de ce qui faisait son identité. Bienvenue sur Bubble, le podcast où on prend le temps de comprendre ce que la tech change vraiment dans nos vies. Je suis Quentin et je suis accompagné de Mathieu et de Rewan sur ce tout nouveau podcast orienté OnePlus. Yes. Une marque qui nous a beaucoup accompagnés Ouais. dans notre carrière YouTube, si je peux mettre Et on peut le ces dire, guillemets. pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas au courant, on parle de OnePlus aujourd'hui spécifiquement parce que OnePlus n'est plus. En tout cas, va disparaître du marché américain et européen. Alors que va devenir la marque parce qu'en fait, elle a vécu en Chine quand même d'une manière à côté, d'une autre chose, mais on ne sait pas ce que va devenir la marque. Comment ça va, vous? Eh ben Très écoute, bien. ça va très bien. Vous êtes prêts pour Moi, ça me pour fait plaisir se de parler de replonger OnePlus parce que c'est vraiment une épopée très intéressante, je trouve. Ben ouais, Bah, en mais- fait, c'est surtout, c'est une marque, je le disais, qui a un peu suivi l'évolution. Moi, j'ai commencé un peu sur YouTube en parallèle que l'entreprise grandissait, donc il y a un peu eu ces steps qui ont marché comme ça. Et puis, moi, c'est une marque avec qui j'ai énormément bossé, donc on va vous partager évidemment des anecdotes de créateurs parce qu'on a pu rencontrer les équipes en France, les équipes internationales de OnePlus, faire des événements avec eux. Et puis évidemment, on a testé certains des smartphones. Mathieu est venu même carrément avec le premier OnePlus One Exactement. pour ça. Donc évidemment, on va faire un petit peu l'historique, se remémorer un petit peu tout ça et puis passer surtout un bon moment entre nous. Alors, OnePlus, c'est quand même une marque qui est singulière parce que c'est une marque un peu qui est sortie de nulle part. Pour te donner un peu une idée du Je contexte. trouve que c'est une marque de passionnés un peu. Ouais, alors c'est énormément là-dessus sur lequel ils ont joué et on le voit d'ailleurs, je pense que c'est incarné par CarlPay parce que aujourd'hui il fait un peu la même chose, je trouve, avec Nothing, où c'est un peu un CEO à part. Par exemple, CarlPay aujourd'hui avec Nothing, il a sa propre chaîne YouTube et le mec il fait même des reacts, par exemple à un MKBHD et tout comme Oui, ça. et même là, il a taclé Apple récemment en Ouais. disant vous allez voir, je vais sortir le meilleur téléphone, tous vos utilisateurs ils vont se barrer venir chez moi, c'est un dingue. La pub, ouais, il a dit un produit ennuyeux à la fois. Je pense qu'il a cette volonté de se distinguer par rapport à d'autres CEO. Par exemple, tu vois pas ça chez, je sais pas moi, chez qui, chez Samsung par exemple. T'as pas le CEO Ah qui a non, sa non, chaîne il est YouTube unique, qui fait ouais, des ouais. réacts. Je C'est pense clair. que c'est aussi le côté jeunesse, c'est-à-dire que voilà, c'était un CEO qui était plutôt jeune. Et tu T'as- sens t'as- que dès que OnePlus a commencé à s'essouffler, à monter vachement en gamme, il s'est dit oh là là, faut que je me détache, faut que je revienne un petit peu aux sources. Je pense, Aussi. moi, ma théorie conspirationniste là-dessus, c'est que je pense que Oppo enfin le groupe, parce qu'en fait, OnePlus, pour mettre un peu les pieds dans le plat, vient d'un groupe qui s'appelle BBK Electronics, qui représentait Oppo, OnePlus, et il y a une troisième marché qui a Realme aussi, mais avant Realme, il y avait peut-être Vivo, c'est ça. Et il faisait partie de ce groupe-là, et en fait, je pense que quand la Chine, sans doute, a voulu reprendre un peu la main sur OnePlus, je pense que c'est à ce moment-là que CarlPay a décidé de partir parce qu'ils avaient peut-être plus la latitude qu'ils avaient avant, parce qu'on va le voir dans tout au fond de cette histoire. Beaucoup de choses se sont passées avec OnePlus qui font que ça l'a distingué. Juste pour faire le parallèle à ce que je voulais dire par rapport à OnePlus, sa singularité, c'est que on a l'impression qu'elle sort de nulle part. On va voir un petit peu dans les coulisses que c'est pas forcément le cas. C'est le narratif qui nous a été vendu. Mais par exemple, historiquement, dans les marques plus anciennes, HTC et Huawei, par exemple, deux gros mastodontes, à la base, eux, ils sont pas arrivés de nulle part. Ils ont commencé comme marque blanche, donc juste des marques qui faisaient des téléphones, par exemple pour Orange. Orange avait une marque qui s'appelait SPV à l'époque. Et Huawei, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais Huawei a commencé à fabriquer pour d'autres. Mais c'est pas Huawei justement qui fabriquait pour Orange à un Il- moment les c'est dumbphones sûr. J'en ai aucune T'as idée. HTC et Huawei qui ont fait des marques, enfin qui ont travaillé pour des marques d'opérateurs, etc. Et puis au-delà de tout ça, de la téléphonie, c'est aussi une marque de télécom, Huawei. oui, bien sûr. Ils sont Ouais. vachement connus Tout à là-dessus. fait. Mais c'est des marques, tu vois, qui ont commencé pour d'autres et qui après se sont assumées en tant que marque propre. OnePlus débarque et c'est une marque qui pousse comme ça et qui sort un petit peu de nulle part dans le paysage du monde du smartphone et qui arrive très clairement avec Avec des grosses ambitions. une grosse ambition. Et d'ailleurs, c'était Never settle. exactement leur slogan qui disait voilà, on repousse toujours les limites, ne jamais savoir se contenter de peu.
Donc, il faut savoir que la marque, elle débarque en 2013. Comme tu l'as dit, elle est fondée par 2 personnes, Carl Pei et Pete Lowe. Et vraiment, l'idée, la promesse de départ, c'est proposer un smartphone haut de gamme à prix plus accessible. Donc déjà, tu as ce narratif-là qui est séduisant. Tu as 2 mecs qui débarquent avec tout un marketing très funky. On va en parler. Qui est une promesse, pardon, Oui. qui a été assumée et faite par de nombreux acteurs hein, qui se sont magistralement cassés la gueule. Exactement. Ah ouais. Exactement. Et en fait, là où pour moi le narratif est un peu biaisé, c'est qu'en fait, on l'a dit un petit peu en préambule de cet épisode, c'est que en fait, OnePlus ne débarque pas de nulle part. En fait, Pete Lowe et Carl Pei, à la base, sont 2 anciens de chez Oppo. Bah, Qui- Pete Lowe, c'est carrément l'ancien vice-président d'Oppo. Il l'est toujours d'ailleurs. Ah, En il l'est date, toujours. J'ai vérifié, ouais, parce qu'on l'a un peu perdu des radars, parce que Carl Pei est une figure, on va dire, très visible, très emblématique de la marque. Mais Pete Lowe est encore chez Oppo. Et ils ont même j'ai découvert un truc que j'avais un peu oublié, c'est que Pete Lowe, il est même CEO d'un truc qui s'appelle O+. Et je savais pas c'était quoi O+. Et en fait, O+, c'est la contraction de Oppo et OnePlus. Donc en fait, il est pas CEO de Oppo, il est chef produit là-bas, machin, mais il est CEO de OnePlus. Oui, Il a ça, 2 ouais, casquettes. CEO de OnePlus. Ouais. Il a 2 casquettes. Donc en fait, comment ça marche? Tu lances une marque, tu veux débarquer avec un produit avec quand même une offre alléchante, faire du haut de gamme à prix accessible, mais en même temps, bah, tu es connu par personne. Je te laisse imaginer un petit peu aussi une époque. Tu as des marques un peu qui surfent là-dessus, mais qui sont beaucoup moins offensifs et un peu moins connus. C'est par exemple un Xiaomi à l'époque. Xiaomi, à l'époque aussi, fait des choses intéressantes dans ce secteur-là. Mais Xiaomi, quand tu parlais aux gens à une époque, ils disaient c'est quoi cette marque chinoise, ça a l'air chelou. Et C'est pas OnePlus, Xiaomi qui a lancé les Pocophones Si, bien sûr. Justement, mais- avec cette idée de moins mais cher ça et tout flagship. ça est un peu une des conséquences un peu de OnePlus. à OnePlus, je fait. pense, a un peu a fait naître des marques comme Poco, comme Honor, et même chez Oppo, comme Realme, la division, tu vois, qui est venue un petit peu elle-même concurrencer un peu OnePlus sur un autre segment. Là où je veux moduler le propos, c'est que pour moi aussi, il y avait la volonté de créer des noms qui soient moins associés à la Chine, parce qu'à ce moment-là, il faut se rappeler que Je les suis smartphones, complètement d'accord. smartphones Ouais. chinois, c'était des smartphones bas de gamme, c'est Bien des trucs sûr. qui ne fonctionnaient pas génial et tout. Donc Bien avoir sûr. des marques qui sonnent moins chinois avec Honor, avec Poco, avec des trucs comme ça, c'était plus facile de l'intégrer comme étant des produits plutôt hors Asie que des Xiaomi, des Huawei, des trucs comme ça. Et arriver avec un tel à moins de 300 € avec des specs comme il avait, enfin c'était 16 Go C'était n'importe quoi. et Mathieu va Le en Snapdragon parler. 801, qui Enfin, à c'est l'époque des- était le haut de gamme. Ouais, de c'est Snapdragon. des specs de haut de gamme. Enfin, ils sont venus mettre un coup de pied dans la fourmilière. À C'est cette fou. époque, c'était dinguissime. Moi, j'ai pas eu la chance de tester le OnePlus One. Je suis arrivé un petit peu après. Mathieu, par contre, l'a testé. Moi, ça a été mon Mais, téléphone pendant un moment. mais dingue. Un Mais bon moment. pareil, les OnePlus, j'ai enchaîné. Il y a un truc, je sais pas si tu as prévu d'en parler, c'était de faire tout ça. Déjà, tu te demandes comment ils font de la marge, parce que les composants qu'ils mettent dans des téléphones, il faut se rappeler que c'est des trucs qui coûtent cher, que tu as le marketing, tu as la logistique, etc. Même si le marketing n'était pas si poussé que ça, en fait, les annonces étaient tellement folles que le bouche à oreille a vraiment bien fonctionné. Et derrière, tu avais l'expérience Android ultra pure. C'était un truc que tu retrouvais pas sur les téléphones Android de cette génération-là. Ça va même au-delà de ça. Parce qu'en fait, tout ce que vous êtes en train de dire est très attrayant. Sauf que pour l'époque, même, t'arrives pas en te disant je suis une marque OnePlus. Tout de suite, tu es identifié comme marque chinoise. En se disant, bon, ok, mais qu'est-ce qui fait qu'on croirait en toi? C'est qu'ils ont eu une très très bonne idée. J'adore. Ils ont fait le partenariat avec CyanogenMod. Et ça, on se rend pas compte, mais c'est la pierre angulaire de cette stratégie. C'est clair. C'est-à-dire que OnePlus, il y a un monde où OnePlus ne pète pas tant que ça parce qu'ils n'ont pas fait ce partenariat avec Cyanogen. Le fait d'arriver avec Cyanogen, qui à l'époque était vraiment, pour un peu expliquer aux gens ce que c'était, CyanogenMod était les ROM qu'on appelle des ROM customisés. C'est-à-dire que c'était littéralement des gens qui, par passion, fabriquaient des ROM beaucoup plus Des interfaces, en fait. Le optimisées, système d'exploitation. revenaient Il- sur l'Android pur, comme tu le disais. C'est ça, ouais. Ils reprenaient les systèmes d'exploitation par soit ceux qui étaient open source, soit certains aspects qui étaient rétro-ingénierés pour soit optimiser le fonctionnement de certains appareils, soit retirer tout ce qu'on appelait les bloatware, donc tout ce qui est... Les applications d'opérateurs même aussi. À l'époque. Ouais, bah, ça c'était simple à retirer, mais c'était vraiment les fonctions Mais dans l'OS qui venaient consommer à mort ta ressource et ralentir ton téléphone. Mais à l'époque, j'ai souvenir, d'années 2013-2014, hein, on parle de ces années-là, les interfaces qu'on retrouvait sur Android, que ce soit HTC, Les surcouches, scandaleux. Asus, TouchWiz pour Samsung, par exemple. Samsung, toutes ces surcouches-là étaient tellement... Alors, en plus de toutes les milliards d'applications qui t'obligeaient à télécharger directement dès que tu configurais le téléphone, mais surtout
la lourdeur de Tout à l'interface. fait. OnePlus arrive avec un truc minimaliste de dingue Et optimisé. et optimisé. Et du coup, le téléphone, il tourne comme une horloge. Et attention, tu dis minimalisme, mais pas forcément dénué d'intérêt, parce qu'il y a Bien une sûr. des pierres angulaires de Cyanogen qui était l'hyper-personnalisation. Et on va en revenir, je vous ai même donné des trucs un petit peu avant qu'on démarre cet épisode en off, qui était assez dingue. Mais arrive avec ce partenariat Cyanogen Mode, qui fait que instantanément, ça pète, parce que les gros geeks puants qui se lavent pas, c'est eux qui font un petit peu le marché du smartphone, avec le bouche à oreille, en expliquant, en disant aux gens, c'était un peu les premiers influenceurs en disant aux gens, prends ce truc-là parce que c'est génial. Et je pense qu'il y a un deuxième argument dans cette effervescence. Il y a effectivement le bouche à oreille, mais moi, ce qui m'a le plus impacté, c'est le système d'invitation. Exactement. En fait, ils ont eu une stratégie qui est lumineuse. Comme tu le disais, Rewan, à l'époque, faire des téléphones aussi peu chers avec ces ambitions de composants très haut de gamme, eh bien, ça nécessitait d'avoir une certaine maîtrise du marché. Et en fait, moi, j'ai découvert par ce système d'invitation-là, j'apprends parce que je suis déjà dans le milieu, j'écris des articles. Moi, j'ai pas forcément de chaîne YouTube, mais j'écris des articles, etc. Quoique, si vous cherchez, côté Android MT, qui était l'ancienne écurie pour laquelle je bossais, il y a ma prise en main, il y a mon test du OnePlus One. Mais il faut savoir un truc, c'est que ce système d'invitation, à la base, il naît d'une contrainte. Il n'est qu'une jeune marque. Ce qui tue les marques de smartphones, C'est la logistique. c'est la logistique. C'est de te retrouver avec trop de téléphones stockés quelque part que tu n'arrives pas à vendre. Donc, tu as ce truc-là. Et en fait, Et ça demande énormément de fonds aussi de devoir faire en ça. gros, c'est comme un petit peu le système des aéroports. Pourquoi, par exemple, Ryanair arrive à éclater ses prix? C'est qu'ils ont une stratégie qui est de dire un avion qui atterrit est un avion qui repart tout de suite. Ils squattent pas un aéroport, c'est ça qui coûte très très cher. Et C'est le stocker. Voilà. Même les milliardaires, ils font tourner les jets privés parce que il faut pas qu'ils restent à quai, sinon Voilà. c'est mort. Enfin, quai pour le cas d'un yacht, Oui, mais ça, sinon, ça les éclate, oui, ça les éclate de pas voler les avions. Ouais. Alors pour OnePlus, l'autre enjeu, c'était de dire un téléphone produit est un téléphone nécessairement acheté. Et du coup, ils ont une idée lumineuse du côté marketing qui fait que, ils décident de transformer ça en un quelque système chose, d'invitation, un truc en fun, appât, quoi. un truc un peu qui donne envie, qui donne une espèce d'exclusivité au produit. Il fallait avoir une invitation pour pouvoir acheter un téléphone. Attention, les gens, ils se battaient ou en tout cas, ils suppliaient. Tu as des forums blindés de gens qui suppliaient ceux qui arrivaient à acheter le téléphone d'avoir une invitation. Parce que quand tu achetais le téléphone, ça veut dire que tu avais eu une invitation. Et quand tu achetais le téléphone, tu avais le droit à 3 ou 4 invitations Que tu pouvais partager, ce qui donnait le droit aux gens d'acheter le produit. Ça sort pas de nulle part, hein. Nike l'a beaucoup fait sur l'application Sneakers où justement ça te donne le droit d'acheter la paire, etc. Et ça me fait aussi penser à peu près à ces mêmes eaux-là. Snapchat, avec les Spectacles, lançait des vending machines, des sortes de grands distributeurs où tu pouvais acheter leurs lunettes connectées. Le seul problème, c'est qu'elles popaient à des endroits différents du monde par jour. Une journée, elle va être en France, à Paris. Une autre journée, ça va être à Shanghai. Une autre journée, ça va être à Los Angeles. Et ça tournait comme ça. Donc, il fallait être hyper à l'affût du site internet pour voir où est-ce que ça allait popper. Ouais. Et dès que moi, j'ai vu la vending machine, j'y suis allé. J'ai acheté 4 paires d'un coup, quoi. Ah ouais, à Ah ce ouais. point-là. Ah ouais. Mais- Non, j'avais pas 4, j'abuse, mais j'en avais pris 3, je crois. Non, mais du coup, on voit bien l'efficacité de ce truc-là. En fait. Mais oui. Bien sûr. En fait, l'aspect rareté est hyper efficace. Il y a aussi évidemment l'appât, le bouche à oreille fatalement qui en découle parce que t'as une invitation, ouais, ok, je veux tester ceci, je veux tester cela. Et moi, c'est ce qui m'a tout de suite hyper interpellé. Un téléphone que tu ne peux pas acheter dans le commerce, mais qui est sous système d'invitation. C'est dingue, le concept est fou. Et surtout qu'en fait, là où ils ont été très bons, en plus de cibler le partenariat avec Cyanogen Mode dont Mathieu parlait, c'était qu'en fait, ils ont tapé directement les évangélistes. Donc les gens qui sont prêts à faire énormément de bruit sur Internet, à prêcher la culture que OnePlus veut défendre, à savoir le smartphone un peu plus ouvert, avec des gens qui veulent le bidouiller, et même parier sur la communauté, ce qui est encore une fois, même stratégiquement dans le business model, un truc intéressant, en disant, de toute façon, nous, on est petits, à ce stade-là, on n'a pas fait nos preuves. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rallier la communauté de notre côté pour faire en sorte qu'à la fois, ils nous aident sur les aspects sur lesquels ils peuvent, typiquement le logiciel, et que nous, on écoute leur retour pour améliorer le hardware et prendre en compte certains cas d'usage dans les itérations futures de nos smartphones. Donc, pour la stratégie,
je trouve que c'était quasiment un 10 sur 10. Et in fine, t'as l'impression d'avoir un produit exclusif entre les mains puisque d'autres personnes ne peuvent pas l'avoir. Et on n'a pas parlé de ceux qu'ils envoyaient aux youtubeurs, enfin aux créateurs de contenu. Les packages OnePlus, c'était quelque chose. Hein. Alors ouais, ça c'est un peu plus tard. Je pense qu'on Oui, en parlera après, parce que Moi, ça c'était pas encore le cas. à ce juste moment-là. pour vous remettre dans le mood de l'époque, moi, il faut savoir qu'à l'époque, je suis pas assez big pour être dans le radar de OnePlus. Donc, en fait, comme tout le monde, j'ai dû retrouver dans mes mails, j'ai retrouvé des mails de 2014 Mais non, où, en Attends, fait, je me faut que rappelle je regarde ça. comment j'ai eu mon invitation OnePlus et je vais lui rendre ses fleurs. C'était un gars à la base qui avait le compte OnePlus Fan, je crois, sur Twitter à l'époque, qui avait réussi en prenant contact avec lui, qui m'avait donné une invitation qui à la base était fait pour la rédaction. C'est-à-dire que même, tu vois, le média pour lequel je bossais, qui était un média papier écrit et tout ça, qui avait quand même, tu vois, le côté noble du média journaliste, eh ben nous, on n'avait pas ça. Et c'est ce compte OnePlus Fan que j'arrive à alpaguer en MP, qui accepte de me donner une invitation. Et après, le seul truc qu'il m'avait demandé, c'était de le remercier sur la vidéo ou sur l'article que j'ai fait du test, parce que j'ai fait à la fois un test écrit et un test vidéo pour avoir une invitation OnePlus. C'était Donc, trop cool. C'était un truc de ouf. Il y avait déjà aussi cet esprit, en plus, qui était assez cool, c'est que tu devais parler à des inconnus pour espérer avoir une invitation. Quentin, est-ce que tu as trouvé que tu cherchais quoi, ton invitation? Je cherche ma première invitation. Ok. Je vois des coupons, mais c'est pas encore ça. Ouais. Alors, moi, je vais quand même en profiter pendant que tu continues de chercher à vous donner le premier faux pas de cette, justement, communication marketing, ce qui fait que ça a un petit peu dérapé et c'est assez intéressant parce que je pense que quand je vais en parler, je pense que Rewan, il va faire « Ah oui, alors peut-être, hein, s'il l'avait suivi à l'époque ». Il y avait dans cette campagne d'invitation une campagne marketing qui s'appelait « Smash the Past ». Le principe, c'était quoi? En fait, la campagne, elle demandait aux gens de détruire leur ancien smartphone pour acheter un OnePlus One à $1. J'avais jamais entendu T'avais parler jamais de ce entendu truc. parler de ce truc-là parce que Non. ça a fait un beau bad buzz à l'époque. Et il y a un Buzz et bad buzz, du coup. Ouais, buzz et bad buzz. Bad buzz is still buzz. Mais j'ai envie de te dire, le problème, c'est que le truc a un peu déraillé. Parce qu'en fait, on va dire pour que ça soit jouable, en fait, l'idée, c'est qu'il fallait péter ton téléphone et il fallait te filmer en montrant que tu pètes ton téléphone Pour recevoir pour, un OnePlus à $1. à $1. Exactement. Sauf qu'il y a des participants, tu sais, qu'on leur donne des consignes et eux, ils passent directement au « je veux acheter un OnePlus à $1, donc je fais ce qui m'est demandé sans forcément bien tout regarder ». Et les gens n'avaient pas compris qu'à la base, OnePlus devait sélectionner les participants en disant « Ok, on est OK pour que tu fasses ça. Pète ton téléphone, filme-toi. Nous, on t'assure que tu auras ce fameux coupon de OnePlus à $1. » Ouh là là. Et là, tu as des gens Ouh là là. qui Ça y est, tu vois. Ouais, je vois très bien. pété du coup. leur téléphone en se filmant, en pétant leur téléphone, sans avoir été au préalable choisi par OnePlus. Et en fait, bah, du coup, le truc s'est transformé en bad buzz, parce qu'il y en a, ils ont éclaté des iPhones. Et J'imagine d'autres la tête téléphones. de la daronne, tu sais. Exactement. Mais maman, il marche Exactement. plus. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais je l'ai éclaté, je devais avoir un téléphone à $1. Mais Et- t'es trop con, toi. Exactement. Et en fait, OnePlus a dû tout de suite rétro-pédaler en revoyant ses règles. Et après, ils ont un peu changé aussi de politique parce que le problème, c'est que de manière écologique, c'était catastrophique de demander aux gens d'éclater des téléphones fonctionnels en plus. C'est hein. vrai. Ouais. Et donc, à la fin, ça se transformait plus en redonnez-nous votre téléphone, votre ancien téléphone, et on vous fera une réduction. Je pense qu'on n'était plus sur le truc de $1. On n'était plus à ça. Il y avait une autre campagne aussi. Il y aura une autre. On va en venir juste après. Je veux juste finir sur le OnePlus One pour terminer quand même rapidement. Il faut savoir que, mine de rien, alors on le disait tout à l'heure, on est des petits, il faut qu'on fasse ci ou ça, qu'on fasse attention à ce qu'un téléphone produit soit un téléphone vendu. Dans les faits, c'est pas totalement vrai parce que je vous le rappelle, Oppo est derrière, le groupe BBK Electronics est surtout derrière, et eux, ils sont prêts à financer ce truc-là. Derrière. Donc, ils avaient quand même une petite ceinture de sécurité. Là aussi, ils étaient partis de zéro, vraiment, OnePlus. Il aurait fallu, à la base, en plus de ça, pour vendre un téléphone à prix plancher comme ça, faire du chiffre. Et heureusement pour eux, quand même, c'est venu. Parce qu'il faut savoir que dès le lancement, OnePlus a quand même réussi à vendre en 2014 1 million d'unités. Ce qui est un très Énorme beau pour un chiffre lancement. Hein. pour une marque qui sort de nulle part. Et donc, ils font un chiffre d'affaires en 2014 de 300 millions de dollars. Ce qui est vraiment assez intéressant. Donc, la marque, elle arrive à se construire autour d'une proposition forte, d'une promesse folle d'un téléphone haut de gamme à prix plancher. Elles arrivent aussi également avec une espèce d'anticonformisme où ils s'attaquaient un peu à Samsung et à Apple dans leur manière de faire.
et aussi également à fédérer une très belle communauté avec Cyanogen. Tu as déjà tous les gens de Cyanogen qui montent dans le train OnePlus. Et du coup, tu as un vrai forum qui vit. OnePlus, ils ont un site avec un forum qui marche vraiment très, très bien. Donc ça, c'est la première histoire. Ensuite, nous vient le OnePlus 2 qui débarque. Et pareil, alors là, du coup, en fait, c'est un peu comme un artiste qui fait son premier album, qui fait un banger. Et là, il doit re-signer. Et il doit réitérer. Plus dur, c'est pas le Réitérer premier, l'exploit. Et là, c'est le deuxième. C'est le plus dur, en fait. C'est de dire, putain, la première fois, c'était le truc que j'ai fait, qui a eu le bon timing et tout. Est-ce que je vais réussir à réitérer le truc et à encore plus choquer, à confirmer ma trajectoire? C'est le premier que j'ai testé. Exactement. J'avais du coup réussi à avoir l'invitation que j'ai pas retrouvée. J'ai vu ma commande des autres OnePlus, mais pas celui-là. Mais ouais. Et là, du OnePlus coup, 2. en fait, OnePlus maintenant est un peu attendu en tournant. Donc, de ce que je me souviens, tu m'as dit que tu n'avais pas testé le OnePlus One, tu n'avais pas suivi l'épopée OnePlus One, mais tu vois que sur le OnePlus 2, il conserve quand même cet outil d'invitation qui devient au fur et à mesure du temps, nous on en parle un peu de manière, waouh, c'est génial, c'est exclusif et tout. Ça a quand même créé beaucoup de frustration. Ouais, ça commence à devenir relou parce que Ouais. ça prend de l'ampleur en fait. Sachant qu'on se dit, ok, pour le premier modèle, pourquoi pas. Mais là, sur le deuxième modèle, ça commence un peu à casser les couilles. Et en même temps, moi, moi, ça me régalait, hein, parce que du coup, il y avait ce côté produit exclusif que je kiffais bien. Tu vois, les gens, ils te regardent, ils font, ah, mais c'est quoi ton comme tel et tout. Tu crées de l'appétence qui est le marrante. mec, tu dis, ah, j'adore, je veux l'acheter. Tu dis, ah, mais il faut une invitation. Tu vois, donc tu as un côté un peu. Il n'est pas destiné à être à tout le monde. Il y a ce côté un peu que je peux comprendre. Ah, d'autant plus que moi, j'avais reçu une invitation de OnePlus eux-mêmes. Donc j'avais qu'une invitation, je pouvais même pas en C'est partager. Exactement. C'est un peu le côté presse qui commençait Oui. à marchouiller. Ouais. Moi, j'avais eu la chance avec le OnePlus One, comme c'était un achat qui a été fait par la rédaction et tout ça à l'époque, on avait eu le système des clients normaux, je crois, avec 3 ou 5 invitations de mémoire. Donc c'était plutôt cool. Alors, ils lancent le OnePlus 2 et d'ailleurs, ils font quelque chose qui fait que j'aime beaucoup cette marque, du coup, encore plus. C'est que le lancement du OnePlus 2, eh bien, ils le font en réalité virtuelle aussi. Donc, il y a déjà cette notion, enfin, il faut se rendre compte qu'on est en 2014-2015. La VR n'est pas du tout ce qu'elle est, même... C'était les vieux cardboards, là. Ouais. Et puis, la VR commence à remonter sur le devant de la scène plutôt vers 2016. En vrai, tu trashes les cardboards, mais c'était un peu cool. Hein. Il y avait des trucs un peu sympas. Ça m'a foutu la gerbe à tout moment. Je me souviens des expériences avec le Galaxy S6 où Samsung avait sorti un casque spécifiquement. Oui, le Gear VR. C'était un peu de plastique avec de lentilles, c'était ce truc-là. Ouais, exactement. Le Gear VR. Et j'en ai fait des vidéos, ça me foutait la gerbe. Alors, sur l'instant, tu te dis, ah, c'est cool, tu peux vivre une expérience rien qu'avec ton téléphone qui est marrante. Ouais. Mais en fait, ah ouais, non, trop ça, c'est horrible. très ciblé par les gens. Moi, je sais que même sur des outils un peu plus haut de gamme, aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal. Hein. Ça me fout la gerbe assez vite. Beaucoup d'analyses de la VR, on terminera cette petite parenthèse par le fait que tout le monde dit que le cardboard, ça fait finalement plus de mal à la VR que plus de bien. C'est vrai. Parce que le 3DOF, le côté très je te balance ça et démerde-toi et ça fout la gerbe aux gens. Et il y avait vraiment une exécution qui n'était pas ouf. Mais pour en revenir du coup à ça, ils font cette expérience en réalité virtuelle où tu peux suivre le lancement en VR du produit. Ils le réitéreront d'ailleurs pour le OnePlus 3, comme ça je vous casse pas trop les couilles avec ma VR, mais ils le refont avec le OnePlus 3 de manière beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus aboutie. Je crois que là, c'était carrément la conférence où tu pouvais te retrouver comme si tu étais assis dans la conférence avec ton casque, et ils distribuaient bien sûr des casques, parce qu'à l'époque, c'était sur le modèle un peu du cardboard, donc ils pouvaient se permettre de balancer des casques en carton pour suivre une conférence. OnePlus cardboard. Exactement. Bref, en tout cas, ce OnePlus 2, il débarque et il doit quand même un peu marquer les esprits. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ni plus ni moins que se mettre aussi toujours sur cette identité de très haut de gamme à prix accessible. Donc, ils arrivent avec quelques petites choses. Déjà, c'est le premier smartphone Android à adopter l'USB-C. Voilà. C'est vrai ? Ouf, ouais, exactement. Tout premier. Ouais, ok, je savais pas que c'était le tout premier. Ouais. En plus de ça, il arrive avec une autre fonctionnalité qui est réservée généralement aux téléphones premium, dont notamment LG qui était un peu en pointe sur ce segment-là. C'était le fameux autofocus laser, qui permettait d'avoir un autofocus. En gros, ça projette un laser et ça te permet d'avoir un autofocus ultra réactif. L'autofocus laser, pour celui de OnePlus, il était annoncé comme étant à 0,2 secondes
pour faire le point. Et surtout, millisecondes, non? Millisecondes, oui, Deux pardon, c'est secondes, ça, oui, paraît un pardon. peu Oui, c'est 2 ça, secondes pour le faire c'est un focus. peu long, C'est c'est un peu ça long. fait 2 Oui, millisecondes. c'est ça. Ouais, bon, bref. Ce que je Non, voulais t'as dire, raison. ça m'a saoulé. L'autofocus laser, on se rend pas compte, mais sur les smartphones Android, les photos à l'époque là, c'était vraiment pas ouf. Hein. Quand t'allais sur des très haut de gamme et tout du Samsung, t'arrivais à obtenir des trucs vraiment sympas. Sur les smartphones à ce prix-là, t'avais en permanence le Ah, je cherche où est-ce que la distance allait. Donc ça faisait flou, ah, c'est net. Flou, ah, c'est Ouais, net. c'est vrai, ouais. Flou, ah. Et en fait, l'autofocus laser venait complètement euh, Shutdown anéantir tout ce ça. problème-là. Et c'était vraiment une grosse évolution à ce prix-là. Il y a un truc qui me plaisait beaucoup sur le OnePlus 2, c'est l'alert slider. Oui, et Sur le côté. justement, le slider qui était à quelque chose de enfin des Apple, des iPhones, qui était vraiment un peu une propriété des iPhones qui Ce avait que tu ce pouvais le faire, slider. oui, juste un petit clic, un petit cran pour le mettre en Exactement. silencieux. Alors que là, chez OnePlus, tu Il y en pouvais en avait faire 3. 3. Ouais. Donc, tu avais toutes les notifications. Tu pouvais passer aux notifications prioritaires uniquement. Et l'autre, c'était plus de notifications Plus du rien. tout. Donc, Et ça, c'est trop bien. et ça, ça arrive avec le OnePlus 2, ce qui permet aussi de le démarquer par rapport à la En concurrence. plus de la coque personnalisable en Kevlar. Exactement. Il y a toute cette notion de coque aussi également. On n'en a pas parlé sur le OnePlus One et le OnePlus 2, où tu arrives un petit peu cette mode, d'ailleurs, qui avait été aussi un peu suivie par Motorola, ou je ne sais pas si c'est LG Motorola aussi, qui était ouais. aussi devant. Voilà, LG aussi également. On a toute cette période où nos smartphones deviennent des espèces de coques qu'on peut enlever Des accessoires. Ouais. et avoir toute Ah, une... c'était l'époque où tu pouvais changer la batterie Exactement. aussi à l'époque. Mais tu avais ce côté, du coup, ils en tiraient avantage avec ce côté lifestyle, on va dire, où tu pouvais mettre du cuir vegan, Du bambou. du cuir végétal, du bambou, du bois, etc. Il y a toute cette période-là que moi j'ai adoré. J'adorais les téléphones avec ces dos. Et d'ailleurs, on essaiera de vous mettre sur le compte Instagram de Bubble une petite photo avec le OnePlus One qui avait aussi un revêtement à l'arrière qui était un peu, à l'époque, pas commun. C'était le Sandstone. Donc, qui est une espèce de sable, de coque sablée qui permettait de ne pas avoir de traces de doigts et qui offrait une prise en main qui était quand même malgré tout très confortable parce que très douce, mais en même temps très, très rugueuse qui permettait de ne pas faire tomber le téléphone, il n'était pas glissant. Ça, c'est repris un peu sur le OnePlus 2, même s'il a après une coque beaucoup plus aussi traditionnelle. Je vais revenir sur une campagne parce que je pensais que c'était peut-être pendant le OnePlus 2, mais effectivement, elle était peut-être aussi faite pendant le OnePlus One, celle que tu m'avais tendue en perche. Il y a une campagne aussi également qui a mal été reçue par les consommateurs. C'est celle qui s'appelait Ladies First. Et Ladies First, c'était quoi là-bas? C'était un concours qui demandait à des femmes de poster une photo d'elles avec le logo OnePlus. Et pour obtenir ces fameuses invitations. Et en plus de ça, c'était un peu soumis au vote. Et genre, tu vois un peu le truc venir. Ah, c'est Tinder, genre, quoi. c'est si t'es une meuf fraîche, bon, bah forcément, t'avais plus de chances qu'on vote pour toi et d'accéder à ce truc d'invitation. Et en gros, grosso modo, ça a très vite vrillé en nombre de commentaires et de forums qui jugeaient que la campagne, elle était sexiste. Et du coup, elle a été très, très vite retirée. La personne du marketing qui a enchaîné flop sur flop. Ouais, exactement. Vraiment. Exactement. Et qui, du coup, a fait en sorte que OnePlus doive s'excuser. En fait, il faut comprendre un truc aussi qui arrive pendant ce OnePlus 2, parce que vraiment, tout s'accélère très vite. Il faut savoir qu'il y a un truc que j'ai un peu oublié de passer entre la passation entre le OnePlus One et le OnePlus 2. C'est qu'en backstage, dans les coulisses, il y a une embrouille entre OnePlus et Cyanogen. En fait, il y a un divorce qui est en train de se faire. C'est pour ça que le OnePlus 2 arrivera directement avec, du coup, OxygenOS, qui est leur couche maison, qui reprend grosso merdo toutes les choses de Cyanogen. Ils ont pompé toutes les bonnes idées de Cyanogen. Ce qui fait que je me souviens, quand je regardais un peu les commentaires de mes prises en main du OnePlus 2 ou du OnePlus One, parce que déjà à l'époque, le OnePlus One, tu pouvais le passer sous OxygenOS si tu voulais. Et il y a même des OnePlus One, c'est pour ça que mon modèle est assez rare. Il est floqué Cyanogen, là où après ils ont commencé à retirer le flocage. Parce qu'en fait, il y a Cyanogen Mode qui est à la base un truc un petit peu de passionné, de truc un peu fait en mode hobby, passe à une professionnalisation. Cyanogen Mode devient Cyanogen Inc. et devient une boîte qui se professionnalise et qui propose des ROM à qui veut bien de ces ROM-là pour les mettre sur les téléphones. Et apparemment, en coulisses, il y a un truc que nous, on ne voit pas en Europe, c'est qu'en Inde, ils ont une proposition par une boîte qui s'appelle Miramax qui leur signe un contrat d'exclusivité sur Cyanogen. Et donc, du coup, entre OnePlus et Cyanogen, le torchon brûle parce que du coup, Cyanogen se dit on ne pourra plus faire de téléphone Cyanogen Mode avec OnePlus, vu qu'on a un contrat d'exclus en Inde. Et le divorce est acté. Et du coup, on passe directement
à Oxygen OS qu'on verra après avancer au fil du temps. La transition, pour moi, elle a été complètement transparente. Ça, mais Ça m'a pas choqué. Bah, en Oxygen fait- OS était vraiment très très bien développé. Par contre, ça a complètement flingué CyanogenMod parce que je crois qu'ils se relèveront jamais et C'est ça. les peu de personnes qui étaient vraiment impliquées dans le truc au départ et qui se casseront du navire au moment de la professionnalisation iront recréer, je crois, Lineage OS. Oui, du coup, c'est ça. Qui est le digne successeur, qui fonctionne toujours. Bah, J'ai encore des Mm. téléphones aujourd'hui qui tournent sous Lineage OS. Ben moi, par exemple, le OnePlus One qu'on a ici, si vous l'allumez, il est sur Cyanogen. J'ai fait exprès de le conserver. Je suis pas passé sur Oxygen OS exprès. Il a eu une petite mise à jour. Il est passé en KitKat et après, je crois qu'on est resté jusqu'en version 4, 5, on va dire, Lollipop. Mais pour finir là-dessus, je pense que le virage avec l'Inde, ça se passe super bien passé. Mais OnePlus, donc, ils sont malins, ils sont pas cons. C'est-à-dire qu'ils forment une team et ils reprennent toutes les bonnes formules donc d'Oxygen OS pour essayer de convaincre les gens que vous inquiétez pas, Cyanogen était un élément marketing pour la marque, mais vous allez voir qu'avec Oxygen, vous allez retrouver vos petits à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'il lance aussi un petit téléphone qui était d'un premier abord disponible uniquement en Chine. C'est le OnePlus X, qui était plus petit, moins puissant, mais par contre beaucoup plus élégant. Ils ont même fait une édition limitée à 10 000 exemplaires entièrement en céramique. C'était genre 25 jours pour le fabriquer avec une cuisson haute température et tout. Enfin bref, le smartphone était absolument magnifique. Moi, j'ai adoré l'utiliser et il coûtait seulement 270 €. Donc, franchement, ça régalait. Et en fait, ils l'ont vite abandonné parce que ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir faire plusieurs gammes. Donc, ils se sont reconcentrés sur les OnePlus 3, 4 d'ailleurs, qui n'existera pas, mais OnePlus 3, 5, etc. Mais justement, le Nord qui revient plusieurs années plus tard reprend un petit peu l'ADN du OnePlus X qui justement aborde ce nom Nord qui sera la direction, etc. Alors après, si on doit essayer un petit peu de synthétiser, parce que malheureusement, on pourrait faire 2 heures sur OnePlus, mais pour un petit peu comprendre ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, OnePlus commence à avoir justement, comme tu le dis très justement, une lisibilité un peu plus floue sur la gamme. À la base, la formule, c'était un téléphone, un flagship killer. C'est eux clairement qui ont popularisé ce truc-là. Je dis pas que c'est forcément eux qui l'ont inventé, mais très clairement, c'est eux qui l'ont popularisé. Ouais, Et après, flagship killer, oui, effectivement. Ouais, exactement. Et après, en fait, est arrivé un peu ce problème de l'envie irrésistible de monter en prix et en étant de plus en plus premium. C'est-à-dire qu'à un moment, ils en ont eu un peu ras le cul, ou en tout cas, c'était pas sans doute suffisamment rentable de se cantonner à ce flagship killer. Et de plus en plus, la tentation de monter les prix et de monter aussi en gamme. C'est pas que c'était forcément des mauvais produits, mais c'est surtout de monter en gamme pour pouvoir faire plus de marge. Ouais, c'est ça. D'autant plus qu'à partir du OnePlus 3, il n'y a plus d'invitation, donc n'importe qui peut l'acheter. Exactement. Donc, du coup, il y a une partie de la communauté qui se sent trahi par OnePlus avec ce côté, finalement, le coup de on acheter pour pas trop cher le meilleur de ce qui se fait dans le monde du smartphone devient plus du tout ça. Ça bascule et on le sent. Et après, OnePlus, moi, je me souviens d'un des événements, je crois que c'était OnePlus 7 à l'époque que j'avais dû faire, où je discute un peu avec quelqu'un de chez OnePlus France, qui est très connu. Donc, malheureusement, au moment où je parle de ce podcast-là, j'ai plus son nom, mais si je lâche le blaze, il était super connu. C'était une tête de proue un petit peu de OnePlus en France. Je l'ai, je crois. Ouais, il était super connu. Bref, je te laisse voir si tu retrouves, parce que ça me c'est un nom. En plus, il était, je crois qu'il était. Il est grec. Grec, ouais, c'est ça. Akis, exactement, pardon. Qui est aujourd'hui encore chez Nothing, qui a fait partie des départs avec Carl Pei. C'était le VP OnePlus à l'époque en France, et du coup il a suivi Carl Pei qui partageait en fait la même philosophie du smartphone. Mais au moment, voilà, il y a le OnePlus 7 qui sort, il y a des trucs comme ça, et moi je pose des questions un petit peu qui dérangent, etc. Et en fait, la posture elle change en disant oui, mais avec OnePlus vous gardez des téléphones plus longtemps. Ils tentent des pirouettes un peu maladroites en termes de commercialisation, enfin de communication, pour essayer de justifier le fait que OnePlus, ça y est, c'est fini, c'est plus flagship killer, ça vaut un Galaxy S, ça vaut un iPhone, etc. Et d'autant qu'il commence à se mêler, c'est plus OnePlus 1, 2, 3, ça va être le 5, et puis après c'est le 6, le 6T, il va y avoir le 6T McLaren, après c'est le OnePlus 7 Pro, après c'est... Ouais. Donc ils commencent vraiment à changer complètement leur modèle, ils deviennent une marque à part, comme Samsung et Apple. Ils se rangent dans le mood, quoi. Le 6T était encore de la frappe, c'est celui qui
qu'il y avait la pop-up oui, caméra à l'intérieur Ouais. du truc avec l'écran bord à bord et tout. Il était dingue. La magnifique. version McLaren était folle. Je l'avais testé sur la chaîne. Oh là 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 Ah, là. là, celui-ci, c'était vraiment celui où j'étais en mode peut-être je vais craquer. J'étais Avec jamais un craqué, packaging dingue. T'avais effectivement le pop-up, mais incliné. C'est Ah, sur la c'était version... le incliné celui-ci. Ouais, il me semble que c'était Parce l'incliné qu'il y sur en avait un celui-ci. qui sortait, genre qui avait juste un petit Lui, moteur. c'est sur le 8 Pro, ouais. Ah, c'est peut-être Et lui. qu'il l'avait sorti. J'ai adoré cette période des caméras motorisées. Bon, le temps nous a donné raison, hein, ça c'est pas resté. Mais qu'est-ce que c'était stylé. Mais il y a pas mal de. Il y a quelques produits qui restent iconiques. Je pense que certains. Je crois que moi, je sais que le Oppo 7. Find X aussi, qui a ouais. instauré justement Oui. ces fameuses Ces caméras fameuses motorisées. caméras motorisées, ouais. Sur l'héritage, aujourd'hui, bon, OnePlus est toujours là, mais bon, c'est plus qu'incertain pour nous et pour les réseaux européens, pour les Américains. Aujourd'hui, Ouais, ils vont mourir. ils vont mourir Ils vont gentiment. ils vont être intégrés à Oppo de plus en plus. Et sur l'héritage, du coup, ce que donnera Nothing, est-ce que vous, c'est une marque qui, déjà, comment dire, que vous gardez dans un coin de l'œil? Et est-ce que vous OnePlus pensez que ou c'est- Nothing? Nothing, du coup, avec du coup, la Carl Pei. transition Ouais. de Carl Pei. Parce que moi, qui ai eu l'occasion de tester quelques produits, alors avec les écouteurs à l'époque, les smartphones aujourd'hui, j'aime beaucoup la philosophie, j'aime beaucoup le design assumé un petit peu slick, mais engineering, tu sais, vraiment sûr. très brut. Et je trouve que la philosophie... Alors autant sur la com, bon, je trouve que des fois il abuse un petit peu, mais c'est le jeu du truc. Autant sur les specs, sur l'utilisabilité, L'utilisabilité, ouais. ça se dit comme ça, Ouais, l'utilisabilité ça, du produit et tout. Je trouve qu'on est encore dans des choses qui sont très abordables et vraiment plutôt pas mal par rapport au prix auquel c'est proposé. Bah, J'ai jamais testé pour le coup, pardon Mathieu, hein, Ah, non, vas-y, vas-y. je te laisse le bâton de parole, mais j'ai jamais testé Nothing pour le coup. Si, les écouteurs, j'avais testé je dis une bêtise, j'avais testé les écouteurs à l'époque, je trouve que je les trouvais très cool, notamment au niveau du design, mais les embouts m'allaient pas, malheureusement, à cette époque on pouvait pas vraiment les remplacer. Mais j'ai bien envie de réaliser une vidéo où genre j'achète tous les produits Nothing et je teste la gamme, l'écosystème parce que maintenant ils ont beaucoup de Ouais. choses, des écouteurs, même des versions plus entrée de gamme dont je me souviens plus le nom. Le A, je crois que c'est la la gamme gamme A. A. C'est ouais. la gamme A, ouais c'est ça. Ils ont aussi des casques, enfin bref, ils ont pas mal de choses et j'ai bien envie. Et ça il y a m'intrigue. même une autre marque maintenant, puisque tu as CMF aussi. C'est qui ça, est, c'est CMF, je voulais parler de CMF. Ouais. qui est en fait un équivalent de, pas de sous-marque, mais de trucs en termes de design qui sont un peu moins. C'est moins fancy, c'est moins plus fancy. simple. Par contre, t'en as pour ton prix, c'est les techno Exactement. Nothing derrière. Alors, c'est bien que vous me parliez de ça, justement. Je voulais finir un peu aussi sur le fait que Nothing, le naufrage. Apple, OnePlus. Apple, le naufrage. Alors, ouais, J'adore, parce qu'en celui-là, fait, je le garde, j'ai trop je le d'anecdotes. laisse. En fait, je vous la glisse rapidement, mais en fait, il y a Partage aussi, tout. à l'époque, Carl Pei qui se fait attraper pendant qu'il présente une vidéo. Je me souviens, il y a eu un méga truc, une enquête ouf où les gens font un pause et en fait remarquent que Carl Pei, pendant une présentation OnePlus, a une Apple Watch. Alors que justement, il avait ce côté anti-Apple, etc. Il s'était défendu en disant que c'est important de connaître un peu genre son ennemi. donc Oui, il- oui. Voilà, mais en coulisses, apparemment, il se dit que Carl Pei en scred, il utilise beaucoup de produits Apple. Mais il faut savoir que justement, la fin de OnePlus aussi, elle se précipite, on va dire, avec le départ de Carl Pei en 2020. Carl Pei part et du coup, tu as la figure emblématique de la marque qui s'en va, celle qui est mise le plus en avant. On parlait de Pete Lowe, mais lui, il est plus dans les coulisses, etc. Et lui, tu sens qu'il est plus dans l'idée de carrière. Donc, du coup, il C'est un va- entrepreneur, hein, Voilà. ce mec. Hein. Et du coup, lui, il va plus du côté de Oppo. Et je pense qu'il est plus relié, notamment, entre guillemets, à la Chine, parce que Nothing, ce qu'on ne dit pas, c'est que Carl Pei, il est chinois. Il était sans doute en Chine avec OnePlus, etc. Mais il va s'exiler à Londres pour monter Nothing. Nothing, je crois, c'est une marque dite anglaise, quelque part. Donc, tu as la figure emblématique qui part. Du coup, tu as, par exemple, des lancements qui sont beaucoup moins emblématiques pour la marque parce qu'on sent que Carl Pei, il orchestre un peu ce côté et on le voit, vous en parliez dans Nothing où parfois il force un peu, mais qu'il est vraiment dans le ton, il est dans limite le CEO qui est à la fois youtubeur, qui a un peu toutes ces casquettes-là de passionné de tech. Mais ça sent, il y a eu un virage, hein, Mm. parce que à l'époque où justement on était dans la grosse effervescence de OnePlus, même si effectivement il y a eu des déboires du fait du prix, etc. Nous, en tant que journalistes presse, on recevait des énormes packaging Oui. avec à l'intérieur Toutes des les coques, coques. les écouteurs par moment, le téléphone évidemment,
Et je me souviens de package. Moi, Ouais. à chaque fois, ces produits-là, je les testais, je les utilisais en tel perso. Et ensuite, je refilais tout à mon Ouais. père qui se fait un régal à chaque fois de récupérer toutes les générations de OnePlus. Ouais. Et j'ai encore des nombres de boîtes de dingue de coques, tous ces ouais, trucs-là. avec les coques. De coques, mais c'est surtout Ouais. les énormes coffrets avec parfois des manuels carrément qui expliquaient la construction du truc. Enfin bref, c'était vraiment un beau guide presse que j'ai adoré. Et il y a eu aussi un autre truc, il y a eu pas mal de lancements que moi j'ai pu faire aussi en partenariat avec OnePlus où justement, Day One, nous on recevait le téléphone généralement avec OnePlus bien 2 bonnes semaines avant que ça sorte. Mais surtout, on a pu faire des lancements à la Fnac par exemple pour que les gens viennent acheter leur dernier OnePlus. Et du coup, on était quelques créateurs et on attendait que les gens sortent. Ensuite, on discutait. Parfois, les gens les configuraient devant nous et puis on discutait du lancement et des produits et puis après de création de manière générale. Donc, sans parler des innombrables événements presse, que ce soit au CES, donc à Las Vegas, mais aussi à Londres, à Berlin, OnePlus. On en a fait quelques-uns. Je me souviens d'un à Berlin dans une sorte de rave party. C'était n'importe quoi. Et la communauté a été vraiment l'un des piliers aussi de cette marque, hein, ce qui fait aussi que sa chute, elle a été compliquée dans le sens où c'est beaucoup aussi un départ de la communauté. Pour te donner aussi une anecdote, en France, on a eu quelqu'un qui est devenu RP chez OnePlus et qui à l'époque était un créateur de contenu. En fait, ils ont pris un YouTuber qui était fan de la marque et ils l'ont embauché pour devenir RP. Donc on le connaissait tous bien. Je crois que tu as dû avoir affaire à lui. Je pense que tu savais peut-être pas qu'il était YouTuber. Mais Ça me dit un truc maintenant que t'en parles, mais Ouais, voilà. on en parlera après. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il y a une trahison qui s'opère petit à petit, donc avec le départ de Carl Pei. Carl Pei qui, à mon avis, commence à sentir que la Chine veut reprendre le contrôle de OnePlus, veut resserrer un peu les vis. Et Ouais, surtout, et que ça pue. C'est un téléphone qui aujourd'hui à 800 balles. C'est loin de sa philosophie. Et surtout, au-delà de ça, c'est que OxygenOS se fait complètement absorber et commence à être dilué avec ColorOS. Ça veut dire la surcouche Oppo très chinoise, dans la philosophie très chinoise, commence à envahir un petit peu OxygenOS et les gens n'ont pas très envie parce que ce qui plaisait du côté d'OxygenOS, c'était l'héritage Cyanogen Mode qu'ils avaient récupéré à l'époque. Donc il y a tout ça, fait que petit à petit, en fait, acheter un OnePlus, c'est un peu comme acheter un Samsung ou un Xiaomi, etc. Ça veut dire ça devient du standard, ils perdent un petit peu ce côté exclusif ou ce côté Android pur qui fait que finalement les gens se rabattent sur des Nexus ou des Pixel. Bon, parce que je pense qu'on est plus sur la période Pixel, les gens Ouais, Pixel, retournent ouais. vers du Pixel pour avoir de l'Android pur. Et petit à petit, eh bien, la marque se fait complètement disparaît un peu du paysage, on va dire, devient une marque standardisée, chère, pas forcément beaucoup mieux, même sur le suivi, tu vois, des mises à jour, etc. etc. Tout Ils ça ont eu fait plein que... de variantes en plus. Il y a eu les Ouais. R, les T, les Ace apparemment. Et puis ils ont sorti le OnePlus Open, leur Oui. smartphone pliable en 2023. Enfin bref, il y a pas vraiment de grosses nouveautés. Effectivement, quand tu regardes avec du recul le OnePlus 13, le OnePlus 15, tu sens que bon, les produits sont encore bons, mais l'engouement derrière la marque n'est plus le même. Et comme on dit, Carl Pei est parti. Pitlow, lui, il commence de plus en plus à avoir une casquette chez Oppo aussi. Donc, du coup, fatalement, il est CEO de OnePlus. Donc, je pense qu'il y a tout un mélange. La R&D, tout est mis ensemble, etc. Donc, en fait, au final, OnePlus, c'est une marque qui a été portée sur un piédestal par sa communauté. Et en fait, tu tournes le dos à ta communauté, forcément, ça devient compliqué. Plus tu trahis un petit peu ton offre de base qui était de dire on vous promet le meilleur de la technologie à prix coûtant, parce qu'ils disaient que eux ils refusaient quasiment de faire de l'argent sur les ventes de produits. Ils en faisaient très très peu de marge. Et finalement, tout ça fait que la marque, elle a disparu. Et par exemple, il y a un mood, pour terminer là-dessus, qui est assez intéressant, c'est que Xiaomi a fait un peu le même cas, mais il y a été beaucoup plus lentement. En fait, la douloureuse chez Xiaomi, elle arrivait beaucoup plus après. Et Et t'as beaucoup Xiaomi, plus de gamme aussi chez exactement, Xiaomi. a réussi à construire des gammes bien lisibles qui fait que les gens continuent à s'y retrouver avec des Redmi Note, des choses comme ça, qui fait que OnePlus, comme ils étaient un peu dans le bordel des gammes et que finalement, un coup ils arrêtent, un coup ils reprennent, etc., et que c'était beaucoup moins bien maîtrisé, fait que c'est un peu la même trajectoire que Xiaomi,
mais une trajectoire qui, elle, finit accidentée côté OnePlus et qui fait que du côté de Xiaomi, ça marche beaucoup mieux. Parce qu'en réalité, ils ont tenté, ils auraient pu faire la gamme Pro, par exemple, qui augmente de prix, qui cartonne, qui globalement, qui a une démonstration de force vis-à-vis d'un Samsung ou de Apple, et même design, parce que c'est vrai que le design OnePlus était assez réussi. Et derrière, faire un smartphone beaucoup plus abordable, mais être le flagship killer dont on entend parler. Mais le Nord n'a jamais été ce smartphone. Il faisait cheap en main, de fou. Mais je t'ai dit, vraiment, et aussi, c'est vraiment ce côté communauté où dès que les gens faisaient remonter, qu'ils étaient nombreux à faire remonter, la marque, elle disait, OK, on va faire ce que vous nous demandez et tout ça. Moi, je sais que, tu vois, pour le OnePlus 2, petite anecdote, quand le téléphone, il sort, il est lancé à Paris. J'ai un mec des Pays-Bas qui est venu juste la journée, un jeune qui a demandé à sa mère l'autorisation de venir à Paris pour aller venir récupérer un OnePlus 2. Il a fait l'aller-retour. C'est une folie. Juste pour ça lui a coûté plus cher que le smartphone, l'aller-retour. Tu m'étonnes, ouais. Des trucs de ouf. Donc voilà, c'est l'ascension d'une belle marque qui est arrivée avec plein de promesses, qui est arrivée aussi pour moi, selon moi, avec un mensonge, c'est-à-dire de faire croire que c'était une start-up créée de nulle part avec des jeunes qui veulent tout arracher dans le game, mais qui finalement étaient bien huilés dans un système avec BBK Electronics qui avait les reins solides. C'était une stratégie très audacieuse pour l'époque qui a créé la notion de communauté et de fans qu'on retrouve. Alors, Xiaomi avait déjà un peu ses mi-fans, hein, mais par exemple, qui a un petit peu exacerbé ce truc-là. On voit que Honor aussi essaye de monter sa marque à ce moment-là et essaye de créer tout cet engouement avec des Honor fans et tout ça. Bref, ce côté communautaire qu'on a connu pendant cette époque, on va dire 2014 jusqu'à grosso merdo 2020. Là, aujourd'hui, où ça existe un petit peu moins. Il y a plus, les marques font plus autant attention, je trouve, à leur communauté. Même Nothing, qui quelque part, je trouve, a ce côté encore un petit peu, c'est un ADN un peu OnePlus, et quand même plus dans on fait des trucs, on est cool, on est machin et tout, mais on voit, il y a moins cette notion de communauté. Ils veulent faire du profit aussi. Oui, non, mais c'est normal, mais tu vois, il y a plus ce côté, on caresse bien la communauté de fans, on fait en sorte que parce que ça aussi, c'est travers. D'accord, c'est moins exclusif sur la partie Nothing, mais je pense que dans les communications de Carl Page, tu le vois sur Internet, où il challenge ses produits, où il est assez ouvert sur certaines décisions des équipes. Alors, c'est reste léché dans la communication, c'est pas complètement fait comme du... Ouais, voilà, c'est pas fait comme du n'importe quoi, c'est travaillé et tout, mais tu vois qu'il y a quand même une certaine transparence vis-à-vis des analyses qu'il fait des produits des autres et de ses propres produits. Ouais, je vois moins ce côté, moi, communautaire. Mais par contre, Carl Pei, voilà, c'est toujours ce genre de CEO qui est intéressant pour nous suivre en fan de tech, parce que tu as l'impression vraiment que lui aussi est un fan de tech. C'est ça. Donc ça me donne envie de me plonger du coup dans Nothing, une marque que j'ai finalement très peu suivie. Par rapport à OnePlus, où justement j'ai grandi en tant que créateur, comme eux me grandissaient en tant que bot, c'était cool. Et tu devrais, parce qu'il y a vraiment ce côté très inspiré d'une manière un peu différente, tu vois, par rapport à Apple, tu vois. Souvent on disait Huawei copie Apple, ou Xiaomi disait ouvertement on est fan d'Apple, donc on s'inspire. Là, tu sens que c'est dans l'approche un peu, tu vois, think different, un peu côté Nothing. Donc je pense que ça peut être une marque qui peut être très intéressante à étudier pour un mec comme toi, utilisateur d'Apple. Bah écoutez, voilà en tout cas pour cet épisode de Bubble. N'hésitez pas, si vous avez des petites anecdotes liées à OnePlus, à nous les partager. Évidemment, si vous voulez vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir, sur Apple Podcast, Spotify, votre plateforme préférée, même YouTube. Nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très vite. Salut. Ciao.